Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance du dimanche de Souria Hurriya qui est consacrée à ce livre chronique de la révolte syrienne, des lieux et des hommes 2012-2015. Avant de commencer, je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de deux militants qui ont été assassinés avant-hier à Krefeld, deux figures exemplaires de la révolution syrienne, qui incarnaient les valeurs de liberté et de dignité de cette révolution. Je parle de Raed Fares et Hamoud Jdid. Ce livre chronique de la révolte syrienne a été conçu et réalisé par the Creative Memory of the Syrian Revolution, Dhakr al-Da'iyya de Thawra Souria, association fondée et dirigée par notre amie Sena Yazji, ici présente. Bonjour, et je vais lui demander d'abord de raconter l'histoire de ce livre et comment il a été réalisé, de quoi il s'agit. Un livre extrêmement riche en informations, puisqu'il traite de 50 localités syriennes, quartiers urbains, villages, etc., qui ont participé activement à la révolution syrienne depuis 2011. Ensuite, je vais passer la parole à Madame Catherine Coquelon, professeure à l'Université de Paris 7, amie de toujours de la cause syrienne, qui va commenter, après avoir lu ce livre, qui va le commenter. Et comme d'habitude, je laisserai la parole ensuite à la salle pour des questions ou de courtes interventions, après quoi nos amis vous inviteront, nos amis de l'association Souria Hurriya vous inviteront à un verre de l'amitié. Voilà. À toi. Merci Fano, merci à vous d'être là, pour écouter donc parler de ce livre. Donc merci aussi à Souria Hurriya qui a participé avec d'autres à la production de ce livre en français. Donc ce livre a été lancé en 2017 dans deux versions, arabe et anglais. Et au salon du livre francophone à Beyrouth, la version française a été lancée. Juste une toute petite remarque, donc la mémoire créative de la révolution syrienne est un projet. Il n'est pas encore ni une association ni une fondation. On espère l'être dans le temps qui va venir, mais pour l'instant c'est un projet. C'est un projet donc qui a été lancé en mai 2013 et dont ce livre est un de ses produits. Ce livre, d'abord, a commencé par un petit projet en ligne qu'on appelait Qissat Makan, l'histoire d'un lieu. Et on avait commencé à publier des récits sur des lieux dans les 3 langues. On avait commencé en 2015 et à chaque fois qu'un texte est fini, on le publiait. Mais au départ, donc l'idée d'abord de produire des récits est venue d'une simple opération technique. C'est de rajouter un tag géographique à chaque œuvre documentée sur le site. Donc, on avait commencé par rajouter des tags géographiques à
à chaque fois que c'était possible et à chaque fois qu'on voyait qu'une œuvre parle d'un lieu ou sort d'un lieu. Donc, soit elle est d'un lieu, soit elle parle d'un lieu. Donc, on a commencé à taguer. Et petit à petit, avec le temps, nous-mêmes qui travaillons le jour au jour avec cette matière-là, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on oublie vite? On oublie vite de quoi il s'agit. Et donc, on s'est dit à un moment donné, il faut peut-être rajouter quelques petites lignes à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Donc, quel est le sujet de l'œuvre? On va rajouter comme un contexte à cette œuvre pour que, à la fin, un document soit complet, le plus complet possible, pour donner une lecture au complet au lecteur, mais même à nous, si on va revenir dans le temps, si on va revenir en arrière pour comprendre des choses. Donc, c'est comme ça que tout ça a commencé. Par un simple fac, mais une réflexion assez en fait assez profonde, parce que on n'arrêtait pas de se poser les questions tout au long de ce travail par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, comment améliorer, comment compléter au mieux pour livrer évidemment les messages de tous les Syriens. Donc voilà, ce livre. Après est venue l'idée, donc la proposition de mettre ces récits dans un livre. Donc là, un de nos partenaires, un partenaire allemand, Friedrich Ebert, nous ont proposé donc de publier ces récits. À ce moment-là, on avait donc décidé de cadrer dans le temps, dans les moyens, combien de lieux on peut mettre dans ce livre. Et finalement, donc après plusieurs discussions, on s'est dit, il est donc possible pour nous de produire 50 récits. Donc je vous dis ça pour dire que il n'y a pas que 50 lieux. Si vous allez sur le site et vous allez sur le projet carte, la carte, donc c'est une carte géographique sur laquelle on a mis les documents. Donc, on peut lire les documents à partir de cette carte-là. Et sur cette carte-là, il y a bien plus que 200 points géographiques. Donc, on espère un jour pouvoir produire d'autres livres et d'autres sortes d'écrits pour pouvoir envelopper la majorité des lieux. Et donc, aussi des histoires des gens. Parce que, évidemment, quand on dit des lieux, c'est un peu métaphorique pour aussi raconter les histoires des gens qui sont derrière ces œuvres, derrière ces lieux. Donc voilà ce que je peux dire sur brièvement évidemment, sur comment ce livre a été produit. Oui, et les dates, la date de voilà. 2015. Voilà, donc quand on a commencé, quand on a dit qu'on va cadrer les lieux, c'est aussi, on devait cadrer un temps, parce qu'on ne peut pas tout le temps écrire, donc on doit unifier, parce que sur le site, on avait déjà, avant de retirer, parce que les récits existaient avant de réfléchir à ce livre, étaient en ligne, en 3 langues, mais avec des dates différentes. Donc il y en a qui se terminaient en 2015, mais il y en a qui se terminaient début 2017, au milieu de 2017. Donc on s'est dit, on va cadrer aussi le temps pour pouvoir concentrer et faire une révision de tous ces récits qu'on avait déjà produits. Donc voilà, on a limité aussi la période du temps, parce que il faut de toute façon cadrer pour pouvoir travailler sérieusement et précisément. Mais la documentation se poursuit jusqu'à maintenant. Exactement, évidemment. Oui. La documentation, mais pas pour les récits. La documentation des œuvres sur le site, parce que ce site, il documente toute la créativité depuis 2011 jusqu'à nos jours. Donc là, le travail de documentation des œuvres intellectuelles, artistiques et culturelles, et on continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'au toujours. Mais les récits, non. On n'a pas terminé le projet. Donc ça s'arrête en 2015. Les récits, oui, s'arrêtent en 2015. Donc, et quelle équipe a fait ce travail? Alors, l'équipe, malheureusement, je ne sais pas si dans la salle il y a Nermat, ma collègue et mon amie.
Nahmat Atassi, je ne sais pas si elle est là, apparemment elle n'est pas là. Je dis son nom parce que Nahmat donc, accepte de s'afficher, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Évidemment, il y en a qui ont commencé à travailler sur le projet en étant en Syrie. Là, ils sont donc comme nous tous un peu partout dans le monde, mais il y en a qui préfèrent jusqu'à maintenant garder l'anonymat parce qu'ils ont des parents à l'intérieur pour des raisons de sécurité, donc ils gardent leur pseudo. Donc c'est évidemment un travail de team. On était 4 à faire ce travail. Donc une chercheuse principale, un assistant et 2 qui faisaient la relecture, c'était Nahmat et moi. Et Nahmat, dans le temps, elle traduisait vers le français. Donc les récits qui existaient en ligne, c'était Nahmat qui les traduisait. Pour le livre, elle était là à relire, donc 3e lecture, avec moi, et donc corriger, donner des notes, etc. Le truc spécial à Nahmat, c'est qu'elle lisait tous les bouquins en arabe et en français sur la série qui sortait. Donc tout au long, elle était là aussi à faire ce croisement de l'information avec ce qu'elle lit, et elle mettait des notes, elle envoyait des notes. Donc tout cela a pris tout le travail dès le début de ce projet de récit, des récits, a pris 3 ans. Produire ces récits a pris le livre a pris 1 an. Y compris la traduction de Nathalie Bontemps, évidemment, Nathalie Bontemps. De ce livre. Donc là, quand on parle, on va mélanger un petit peu. Hein, c'est toutes les trois versions. Donc évidemment pour le français, donc la version française est identique à l'arabe et à l'anglais. On n'a pas du tout revisé l'information. On a juste révisé les liens, les sources. Qui, au départ, quand Nathalie a commencé à travailler, a vu qu'il y a pas mal qui sont perdus, qui sont morts. Donc, on a refait un travail vraiment dingue. C'était en très peu de temps qu'on devait tout vérifier. C'est dans les 2500 liens. Tout réviser et remettre, donc rechercher à nouveau des liens crédibles. Parce qu'il ne suffit pas de retrouver un lien, c'est aussi, il faut vérifier si ce lien est vraiment crédible. Parce que nous, on dit 2500 liens, c'est le résultat de consultation de milliers d'autres. Donc, à chaque texte, il fallait croiser des centaines de sources pour dire, voilà, ce lien-là, cette source-là est bien crédible. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport. D'accord. Et l'édition arabe et l'édition anglaise sont disponibles? Tout à fait. Les 2 versions sont disponibles. Malheureusement, donc, pas ici, pas en France, pas encore. Chez moi, seulement, à la maison. Donc, à l'occasion, je peux envoyer, si ça intéresse des personnes. À Beyrouth, c'est chez Antoine, chez Dar el-Foulat, et bientôt, donc, au Salon du Livre arabe, en décembre. Il y aura au Salon du Livre de Beyrouth? Oui, avec, donc, le Shabaka al-Arabiya. D'accord. Le réseau arabe. Le réseau, je ne sais pas. Shabaka al-Arabiya, elle est là. La version arabe est disponible ici? Pardon? La version arabe est disponible ici en France? Oui, mais chez moi. Chez vous, d'accord. Oui, Les 3 contacter. versions. Oui, c'est disponible. Oui. On essaiera nos prochaines rencontres d'avoir des exemplaires aussi en arabe. Pour ceux qui préfèrent. Bazar de Noël, oui, on peut participer. Voilà, exactement. Voilà. Et comment, une dernière question. Vous avez présenté le livre au Salon francophone de Beyrouth. Tout à fait. Et comment était la réaction, les commentaires, les critiques? Dans la salle, il n'y avait pas de critique, si vous voulez. Il y avait plein de questions, beaucoup de questions. Il y avait un public français ou libanais francophone. Donc, c'était plutôt des questions à comment on a fait, comment on a travaillé. Et du coup, à chaque fois qu'on parle d'un projet, on est donc emmené à parler du projet Creative Memory. Donc, c'est aussi des questions par rapport à ce projet, on va dire, mère. Donc, c'est plutôt ça. Les critiques sont les bienvenues, évidemment. Mais il faut lire le livre pour pouvoir critiquer. Mais je peux aussi partager avec vous, comme ça, des critiques qu'on a entendues, qu'on a débattues à Beyrouth, et à Istanbul aussi, après la sortie des 2 versions arabes. Et c'est que,
il y en a qui ont dit, vous avez mentionné qu'il y a eu une manifestation qui s'appelait Jum'at Muraqibin Doualiyin à Bustan al-Qasr. Donc, vendredi, les observateurs internationaux à Bustan al-Qasr. Et ben moi, je suis d'Alep, et cette manifestation-là n'a pas eu lieu. J'ai dit, ok, d'accord, n'a pas eu lieu. Vous avez la source. Est-ce que vous avez un récit? Quelle est la preuve qui dit que ça n'a pas eu lieu? Nous, on se base sur les récits déjà publiés, sur des centaines, voire milliers de sources qui nous disent que ça a eu lieu. Donc moi, je crie que ce que j'ai trouvé. Vous avez une version contraire, il faut la publier. Parce qu'on peut pas, on peut dire d'ici à demain que tout cela n'a pas eu lieu. Ok, mais ça reste à l'oral. Et ça reste, et peut-être des envies aussi, même si cette dame, elle est pro-révolution, évidemment. Mais elle était pro peut-être après. Je sais pas, on n'est pas là ni à condamner, ni à juger. Moi, je veux bien des critiques. C'est au contraire. C'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on apporte après temps un travail encore plus détaillé, encore plus précis. Donc, nous, les critiques sont les bienvenues. Mais c'est juste, je partage avec vous. Et donc, en revenant à la maison, je vais sur Bustan al-Qasr, je vais à cette source-là, je la tape, elle est morte. La source n'existe plus. Je cherche sur Internet, je trouve des dizaines de sources qui parlent. YouTube, articles, etc. Donc, des dizaines d'autres sources qui nous disent que cette manifestation a bien eu lieu. Et moi, je l'appelle, je lui dis, va sur Internet, s'il te plaît. Trouve-moi le contraire. Parce que moi, c'est vrai que cet lien ne n'est plus, mais il y a des dizaines d'autres qui existent. Donc, voilà. Donc, autrement, donc, il y a aussi une question qui dit, et alors, la version de l'autre? Je dis, quelle autre? La version d'autres sont avec le régime. Je dis, qu'ils sortent leur version, on n'est pas contre. Que chacun écrive son récit à lui. Moi, j'écris mon récit. Les récits de mon peuple. Les récits, on va dire, de mon peuple. Les récits des Syriens que j'espère représenter. Je n'interdis à personne d'écrire son récit. C'est bien au contraire. Si nos récits incitent et provoquent l'envie chez l'autre pour dire, eh ben c'est une réussite pour moi. Donc allons-y, racontons. Merci ça. Merci. Bon, moi je vais, oui, merci Farouk, merci à Soria de me donner la parole. Je me sens pas très légitime quand même, moi. Je vais donner un point de vue extérieur. Tu as dit très gentiment, Farouk, que j'étais une amie de toujours, mais c'est parfaitement faux. Je suis venue au contraire tard, bien tard, pour voir de plus près ce qui se passait dans cette histoire. J'avais une oreille attentive. Oui, voilà. Donc après, j'ai essayé de me rattraper. Bon. Mais voilà, je vais peut-être du coup quand même dire un mot sur au fond moi pourquoi j'en suis arrivée peut-être à m'intéresser plus qu'à m'intéresser à cette histoire, même si c'est tardivement. Dans les années 90, à partir de 97 en gros, j'ai créé une association, c'était aussi intime, on n'était pas très nombreux au départ non plus, et on a été très très noyés, débordés par le travail, qui était une association, ça s'appelait comme ça, ERCRICH, ça s'appelait Association internationale de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides. Ça n'existait pas dans le domaine universitaire, ça n'existait pas dans l'académie, on ne mélangeait pas le domaine juridique, le politique et le scientifique, disons. Donc c'était une sorte de manifestation sur un mode associatif forcément autonome, d'un questionnement en fait qu'on estimait nécessaire. C'était, vous voyez, 97, c'est-à-dire que c'était, on était en pleine, il y avait le Rwanda qui venait d'avoir lieu 94, l'ex-Yougoslavie, il y avait les crimes épouvantables en Algérie, extrêmement confus. Voilà, donc et pour moi qui m'intéressais depuis longtemps à la question de la violence politique, mais plutôt dans un domaine historique et au témoignage historique et à
et aussi à leur expression littéraire, j'étais très très mal à l'aise de travailler sur des objets historiques dans le contexte d'un tel présent. Voilà, donc j'étais pas la seule, et on a décidé de travailler sur un mode interdisciplinaire, donc avec des chercheurs de toutes disciplines, mais aussi à chaque fois des témoins, souvent des survivants, mais aussi des acteurs, des sociétés qui continuaient de militer parfois, et pour réfléchir sur comment faire le lien entre le passé, le présent, comment tracer des seuils entre le scientifique, le politique, le mémoriel, l'artistique, etc. C'était toutes ces questions-là qui nous retenaient. Et ce travail a eu lieu jusqu'en 2008. En 2008, j'ai fermé l'association parce qu'il me semblait possible d'abord parce qu'un fonctionnement associatif c'est totalement épuisant quand on le fait en plus de son métier, mais c'était surtout possible, c'était devenu possible de travailler sur ces sujets-là dans l'université. Hein, c'est même devenu un champ scientifique en soi, avec d'ailleurs des effets pervers sur lesquels j'ai essayé de réfléchir a posteriori. Dans un livre, j'ai essayé de revenir sur toute cette expérience-là, qui était une expérience d'ailleurs politiquement un peu spéciale. On a pris des coups, hein, bon, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais dans un livre qui s'appelle Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, que j'ai fait paraître en 2015, j'essaie de comprendre au fond un autre malaise encore, qui était la constitution d'une culture de la mémoire en Occident et en particulier en France, culture de la mémoire qui se focalisait sur certains événements et en laissant complètement à l'abandon d'autres histoires, et des histoires qui revenaient évidemment sous la forme d'une actualité politique, de nouvelles violences politiques, et en particulier au Moyen-Orient. Donc moi j'ai été saisie par ça, c'est-à-dire la construction d'un énorme champ de ce qu'on appelle maintenant les études mémorielles à l'échelle internationale, mais avec une production de points aveugles absolument aberrant en fait, hein, vu le tour que prenait le monde. Et l'histoire du monde. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, et le travail qu'on faisait était beaucoup concentré sur deux grandes notions, si je peux résumer les choses. La question de la négation, d'un côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une écriture ne s'écrit pas, qu'une histoire, pardon, ne s'écrit pas, quels sont les obstacles à cette écriture de l'histoire, quelles sont les armes, les instruments qui sont utilisés pour que cette histoire soit effacée, soit détruite, ou ne parvienne pas à s'écrire, quelles sont les armes mobilisables pour l'écrire quand même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire malgré le négationnisme, après le négationnisme, pendant le négationnisme. Voilà, c'était tous ces phénomènes-là, et qui donc prenaient forcément en jeu à la fois des phénomènes sociaux, politiques, mais aussi épistémologiques. Et la grande autre question, c'était le témoignage. C'est-à-dire, bon, là, le négationnisme, c'est quelque chose, c'est une machine perverse qui cloche à la fois sur le plan des chiffres. C'est une guerre des chiffres, c'est une guerre aussi des mots, des qualifications. Il faut refuser certains qualificatifs et en choisir d'autres, et inverser, la plupart du temps, grâce à ces changements de qualificatifs, le rapport de force. Mais c'est aussi une guerre contre le sens. En fait, il faut déréaliser l'événement et anéantir son sens, de sorte qu'il n'y ait pas de vérité attestable, partageable. Voilà. Donc, pour moi, cette espèce d'énorme souci mémoriel qui ne se limite pas à une culture, il y a une vogue mémorielle, mais il y a des fondements, des raisons anthropologiques très très fortes, très très profondes, qui font que de toute façon, quand il y a un crime de masse, il y aura forcément pendant des années, mais aussi des siècles, un travail de mémoire qui va s'effectuer. Donc il y a des, pour moi, ce qui se situe dans les fondements, les sources de ce travail-là, c'est une angoisse pas seulement d'oublier, c'est pas seulement la mémoire, c'est une angoisse de perdre le sens, de perdre la réalité, de perdre la vérité. C'est une angoisse de voir disparaître la vérité. Je crois fondamentalement que c'est ça, au fond, qui est au cœur de ces travaux qui sont forcément titanesques. Et moi, pendant tout le temps, j'ai travaillé en cherchant à me déplacer systématiquement d'un événement à un autre pour essayer de repérer des phénomènes qui revenaient continuellement. Bon, j'ai été saisie lorsque ce qui s'est passé en Syrie s'est passé, et en particulier à partir des années 2013, 2014, mais surtout 2015 et maintenant, et plus encore maintenant, par le retour évidemment de procédés négationnistes, mais typiques, quoi. C'est exactement les mêmes. J'avais tellement envie de ne plus réfléchir à ça
Et c'était pas évidemment pas possible du tout, parce qu'à chaque fois, ça me remet dans une espèce de tumulte intérieur, de scandale total, et j'arrive pas à pouvoir voir tourner le monde, tout en laissant ces choses-là se dire, ou sans guerroyer avec, en fait, alors que je sais bien qu'il faut beaucoup se méfier de la guerre contre la négationnisme, parce que comme c'est une machine perverse, en fait, il faut pas, quand on a une machine perverse, il faut pas lui répondre front à front. C'est pour ça quand Sana, tu dis oui, si le régime veut son récit, mais en fait il a son récit, et en fait moi je pense qu'il faut pas répondre à ce récit-là. Il y a des discours clairement négationnistes auxquels il ne faut pas répondre. C'est les Syriens qui sont pro-régime, qui disent qu'ils ont leur propre récit. Cela, bien sûr. C'est pas le discours de régime, donc, évidemment. En fait, ce que je dis là, d'ailleurs, c'est trop radical, parce que on est toujours dans une réponse, et même si on regarde ce qui s'est joué dans l'historiographie, en fait, l'historiographie, bon, c'est clairement à propos de la Shoah que les doctrines négationnistes se sont construites véritablement en école, etc. Et quel en a été l'effet, en fait, il y a pas longtemps, Faurisson est mort, c'était un peu le champion de la cause. Ça a eu un effet, malheureusement, pour des raisons très mauvaises, mais un effet de stimulation sur la recherche historiographique. C'est-à-dire que les preuves étaient niées, les témoignages étaient disqualifiés, parce que ça se joue aussi, la guerre contre le sens, ça se joue fondamentalement à travers une disqualification des témoignages, c'est très important. Donc ce qui se faisait, c'était ça, il y avait une guerre contre les faits, une guerre contre le sens, il y avait une réponse nécessaire à la négation qui devait passer à la fois au plan historiographique par l'administration de la preuve, mais comme la demande de preuve est perverse, à chaque fois qu'on répond à la preuve, qu'on administre la preuve, la demande est déplacée vers une autre demande de preuve ou vers une autre batterie d'arguments. Donc il faut aussi savoir que la réponse par la preuve, elle est nécessaire, et la réponse par la précision, par l'attestation, par le recoupement des témoignages est absolument nécessaire, mais elle va jamais suffire, parce qu'elle va jamais en découdre complètement, elle va jamais suffire à répondre au négationnisme. Pour moi, la meilleure réponse au négationnisme, bien que la première soit nécessaire, c'est justement par la profusion des témoignages, et pas seulement la profusion des témoignages, la profusion des œuvres, mais aussi leur réception. C'est-à-dire que il y a aussi des cas, moi j'ai travaillé beaucoup aussi sur le génocide arménien, où les témoignages ont abondé, mais où ils sont restés pendant des décennies dans des tiroirs, où ils ont été aussi occultés, parfois on en a détruit une partie, etc. Donc ça suppose aussi un travail sur les témoignages, de traduction, d'édition, de construction critique, de transmission, de circulation, qui est en soi une énorme chose, et qui suppose de mobiliser des forces de divers ordres, mais qui sont aussi d'ailleurs des forces politiques, parce que ça suppose des relais, pas seulement éditoriaux, pas seulement culturels, mais aussi des relais politiques. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que moi, lorsque j'ai appris lorsque je me suis rendu compte, parce qu'on apprend, puis ensuite on se rend compte à un certain moment pour des raisons X. Et moi, au fond, mes raisons, je peux vous dire quand même peut-être, c'est que au-delà de cette sensibilité que j'avais à cette question, j'ai eu, lorsque j'étudiais comme prof de lettres à Paris 8, j'ai une étudiante qui est venue me voir, qui voulait faire un master sur qui était donc syrienne, je peux même la citer puisque vous la connaissez sans doute, c'est Jumena Al-Yaziri, qui voulait faire un master sur les formes d'expression de l'humour dans la révolte syrienne. Or moi, comme j'avais des étudiants qui étaient venus me voir et que j'avais fait parler dans mes séminaires sur les printemps arabes, en particulier en Tunisie, donc je lui ai demandé de faire son exposé, et j'ai accepté de diriger ce travail. Les choses, c'était en 2011, les choses ont évolué d'une manière si tragique qu'elle a renoncé à faire ce travail. C'était d'ailleurs un crève-cœur, parce qu'évidemment que j'ai dit non, en effet, c'est pas possible. En fait, c'était un sujet qu'on pouvait pas porter, quoi. Tellement l'évolution historique des choses était tragique. Mais en tout cas, c'est elle qui, la première fois, m'a fait saisir l'extraordinaire créativité de cette révolution. Ça m'a vraiment énormément impressionné tout de suite, dès ce moment-là. Et c'est elle qui m'a aussi fait découvrir votre travail incroyable, je trouve, d'avoir fait ça à 4. C'est hallucinant, je sais pas comment vous avez fait. Et là, bon, en fait, je comprends même pas comment c'est possible, quoi. Mais j'ai compris ce travail de vérification. 4 personnes?
Ouais. On parle de livre. Du livre. Sur le site, j'imagine que c'est plus. Mais même ce travail de vérification des liens, c'est dingue, quoi. Mais en fait, voilà, c'est dingue. Mais c'est ce que j'appelle le mal de vérité. C'est-à-dire que le mal de vérité, c'est un truc si profond qu'il n'y a pas. C'est pas possible, en fait, d'arrêter, de faire moins. Ça suppose une forme de démesure, de toute façon, liée à la démesure de l'événement. Alors, voilà, donc pourquoi ça me semble si important ce travail pour diverses raisons. Alors, Sana, elle a dit certaines choses, mais elle n'a pas dit, je sais qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas encore regardé le site. Il faut vraiment que ceux dont c'est le cas qu'ils le fassent. C'est un instrument de travail, déjà avant même le livre, incroyable. C'est-à-dire que je peux dire, Sana, c'était à toi de le faire quand même, hein, mais c'est moi qui vais le faire. Sur le site, il y a l'archive, hein, les entrées archives, et là, dans les archives, il y a mais énormément d'entrées différentes qui sont génériques, hein, affiches, bannières, BD, calligraphie, caricature, cinéma, critique, dessin, graffiti, manifestation, mémoire. Là, c'est des figures mémorielles importantes. Musique, peinture, photographie, publication en ligne, publication papier, radio, sculpture, théâtre, timbre, vidéo, etc. Il y a une entrée carte et il y a un énorme travail là, tout qui est en train de se faire, de s'achever, de cartographie, hein, qui est pensée comme une sorte de, pas seulement une géographie, mais une traversée virtuelle, hein, du pays dans son histoire, mais à travers le pays. Mais c'est déjà au fond à ça qu'on est invité avec ce livre-là. Il y a une entrée lieu et homme, hein, et c'est justement ce livre. Il y a une entrée entretien, une entrée presse. Les entrées qui sont nous, vous vous présentez, voilà. Donc en fait, les buts, si je peux résumer ce qui est dit là, mais aussi là, ce que j'ai compris en fait, hein, à la fois du site et du livre, c'est à la fois d'archiver, c'est-à-dire de conserver, puisqu'elle a bien dit qu'il y avait une volatilité, hein, et c'est plus qu'une volatilité en fait propre à YouTube et propre à tout ce qui se joue sur Internet. C'est une volatilité, destructibilité aussi liée au besoin d'effacement, hein, qui est dans la machine politique elle-même. Hein. Donc protéger, rendre accessible une production tout à fait exceptionnelle, hein, qui a ouvert un espace de création tout vraiment inouï, et protéger pour plus tard, c'est-à-dire c'est pas seulement pour rendre accessible maintenant, c'est rendre accessible dans le temps long, au-delà de l'information immédiate. C'est un élément, il me semble, très important dans le site. Il y a ça, donc archiver, conserver, protéger. Il y a promouvoir la résistance. Il y a une dimension politique nette, hein, dans le site comme dans le livre. Et il y a, je crois que la formule est utilisée sur le site, rendre au peuple sa fierté. Et là oui aussi, et c'est tellement réussi en fait, c'est tellement fort. Hein, je trouve que c'est pas seulement l'abondance, si vous voulez, et du travail et de l'objet qui est impressionnant, c'est la qualité, c'est le degré d'exigence, y compris artistique, formel, hein, de beaucoup d'artistes, alors qu'ils ont fait avec rien, quoi, moi aussi, c'est ça qui me sidère, hein, c'est la capacité de faire avec très peu de choses, avec rien, et contre tout, je dirais, hein, envers et contre tout. Et puis diffuser le message, hein, donc établir un réseau de circulation pour que le message soit diffusé. Alors le livre, il est extrêmement précieux aussi. C'est en fait une base de données, le livre aussi. C'est à la fois une base de données, une nouvelle base de données, c'est-à-dire que donc il y a 50 lieux cités. Je crois qu'il y en avait 20 au départ, ce que tu disais, et au final il y en a eu 50. Et à chaque fois, donc, on a un micro-récit, un résumé qui raconte les débuts de la Révolution, l'expansion, hein, de la Révolution, la guerre, les factions opposées, hein, la guerre contre le régime, mais aussi les guerres intestines entre factions, les formes de résistance aussi contre l'aile, et bien sûr les bombardements, les sièges, et les raids russes, hein, et puis ça s'achève en gros à la fin 2015 à chaque fois, hein, et puis à la fin de chaque récit. D'abord, au début, j'ai oublié de dire que quelque chose de très important, que je trouve très précieux, c'est que
chaque ville est présentée dans son avant, dans son origine, dans son nom propre. Et là, il y a, en quelques lignes, il y a une espèce d'appel incroyablement fort, parce que ça replace en très peu de temps dans une très grande profondeur historique, parce que souvent, l'origine de ces noms de villes va chercher donc très très loin. Donc il y a quelque chose, là on est appelé dans un autre espace, c'est presque poétique, je dirais, à ces moments-là très souvent. Puis soudain, on arrive à ce récit en accéléré, avec à chaque fois tout est sourcé, donc il y a 10-15 notes par page pour sourcer tous les événements, et à la fin du récit, il y a revenons aux manifestations pacifiques, et ça c'est le moment pour moi le plus précieux en un sens, qui récapitule les manières dont la résistance est organisée dans la société civile en particulier, au plan humanitaire, au plan médical, au plan scolaire, etc. Et au plan, bien sûr, politique, parce que ça fait aussi état des expériences proprement politiques qu'ont été les conseils locaux. Pour moi, c'est une expérience politique fondamentale qui rentre en fait dans une très vaste histoire, même si c'est une contre-histoire en quelque sorte. Une histoire des contre-pouvoirs, la vaste histoire des conseils, en fait, des conseils locaux, cette tradition conseilliste, qui n'est d'ailleurs en Syrie, si j'ai bien compris, pas sans lien avec cette tradition européenne, puisque Omar Aziz la connaissait. Alors je sais pas, il faut peut-être pas faire de projection trop quand même, il y a visiblement une singularité très forte des comités locaux, mais il me semble que c'est une expérience politique de démocratie directe et d'autogestion très importante, dont il faut absolument recueillir la substance, au-delà de la destruction dont elle a fait l'objet de manière très méthodique. Et rien que pour ça aussi, c'est très précieux. Et puis il y a donc à chaque fois donc en quelques lignes les grands noms de la résistance, les grands noms de l'art. Et en fait, c'est la même chose. La résistance et l'art, on se rend bien compte que c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est les grands martyrs sont, puisque chaque ville a ses martyrs, souvent les tout jeunes enfants ou adolescents tués au départ. Très souvent, c'est ça qui déclenche le cycle des manifestations. Mais ce sont aussi les grandes voix qui se sont mises à faire exister une parole publique sous la forme de chansons, de caricatures. Mais il y a aussi, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est pas seulement d'ailleurs les graffitis sur les murs, etc. C'est presque à chaque ville, il y a des revues qui se sont créées, des revues de jeunes, parfois des magazines pour enfants, parce qu'il y avait aussi un soutien psychologique pour les enfants, et pas seulement à Douma. Moi, je connaissais certains points, mais c'est hallucinant de voir dans pratiquement toutes les villes, y compris les petites villes. Donc ça, c'est tout à fait saisissant. Alors donc ça donne lieu. Il y a aussi le nom des vendredis. Donc au-delà de toutes ces villes, il y a une liste à la fin. Le nom des vendredis. Mais on pourrait passer, en fait, c'est un sujet de méditation incroyable. C'est-à-dire que ces noms, ils ont tellement de force, tellement de signification, mais aussi tellement de puissance métaphorique, poétique, que c'est une espèce de table des valeurs, en fait, de table des valeurs de la Révolution. Elle pourrait être commentée, je pense qu'il devrait y avoir tout un travail là-dessus. Peut-être que des gens vont déjà... Il y a vraiment un calendrier symbolique, métaphorique très fort dans la Révolution. Alors, il y a, j'ai évoqué les études mémorielles qui existent en France. Il y a un livre, enfin, en fait, une série, très à la française, qui s'est créée dans les années 1984 à 1992. Il y a eu plusieurs volumes qui se sont appelés les lieux de mémoire. C'est Pierre Nora qui a lancé cette histoire-là. Donc, il définissait les lieux de mémoire comme à la fois des lieux concrets, monuments, archives, musées, mais aussi des symboles, institutions, etc. Et il disait un objet devient lieu de mémoire quand il échappe à l'oubli, quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions, et donc devient un objet de mémoire collective. Mais ici, évidemment, c'est absolument pas ça. Alors, je précise d'ailleurs que cette énorme chose, des lieux de mémoire de Nora, a été sur le tard critiqué pour les points aveugles, justement, de cette historiographie de la mémoire, qui inaugurait quelque chose, mais qui oubliait, entre autres,
l'histoire de la colonisation, quoi, détail. Donc, mais ici, ce sont des lieux de mémoire, mais complètement différents. Ce sont des lieux de vie, en fait. C'est pas des objets, les traces qu'on a gardées, hein, et qu'on essaye de... Parce qu'il a dit aussi ceci, la mémoire collective. L'histoire s'écrit désormais avec la mémoire collective, qui cherche à compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'est pas jusque-là vécu comme tel. Et cette valorisation d'un passé faite pour compenser l'angoisse de l'avenir et le déracinement historique, c'est ça que j'appelle la culture de la mémoire. Or ici, c'est pas du tout ça qu'on a. Ce sont des lieux qui ont été des lieux de vie, hein, d'action, des quartiers, des villes révolutionnaires, hein, qui ont été et qui sont soumis à des entreprises de destruction et d'effacement méthodiques et violents, et qui trouvent refuge dans un site et dans des livres, donc dans des objets à la fois virtuels, livresques. Donc ce sont des lieux de mémoire d'une toute autre nature. Et ce que je voudrais dire pour finir là-dessus, peut-être, c'est moi ce qui me frappe, voilà, c'est il y a ça fait apparaître en fait toutes ces monographies, ces mini-monographies avec toutes leurs références, à la fois un unanimisme national, tout ce grand thème de l'unité syrienne, hein, du peuple syrien comme véritable bannière contre le régime, hein, qui faisait justement un faux peuple en fait. Il y a cet appel à la nation. Y compris d'ailleurs, je me souviens d'un jeune de Deraya que citait Delphine Minoui, qui disait le siège nous a remis en contact avec notre passé, nous a ouvert notre passé, et c'est le passé national. Donc il y a comme ça la grande question nationale, hein, qui s'exprime tout le temps, mais il y a aussi des idiosyncrasies très singulières, très locales, et c'est ça que fait apparaître de manière très très forte ce livre, c'est-à-dire que chaque ville a sa physionomie. Chaque quartier, presque même, à sa physionomie, ça devient véritablement un monde en soi, vraiment un monde en soi, avec sa personnalité, avec son histoire. À chaque fois, bien sûr, ça fait résonner, et parfois ça répond directement, hein, celle des autres localités, des autres quartiers, des autres villes. Mais à chaque fois, on a des héros, des martyrs, des artistes, hein, qui sont là, qui forment un visage en fait, créent un visage, hein, par exemple Biniche, si je prends l'exemple de Biniche, que moi j'avais peut-être même pas entendu parler, hein, de cette ville, et donc on voit qu'il y a une conscience identitaire collective très très forte, hein, avec des slogans qu'on voit sur les murs: Biniche est plus belle que l'Europe. Et puis il y a une revue étudiante, hein, il y a le rassemblement des étudiants de Biniche, hein, fondé par Bassel Salat, qui a été tué d'ailleurs dans un bombardement. Il y a une revue d'étudiants qui s'appelle Les mots révolutionnaires. Il y a une pièce qui s'appelle Encre sur papier. Il y a des courts-métrages. Moi, j'aimerais bien, par exemple, un jour, moi, je peux publier dans la même collection où j'ai publié les écrits libres de Syrie rassemblés par Franck Mermier. J'aimerais bien publier, par exemple, tous les textes de théâtre. Je ne sais pas si on a gardé tous ces textes, mais s'ils pouvaient être traduits, ce serait fantastique de faire un volume avec les textes de théâtre qui ont été écrits dans ces villes à ces moments-là. Voilà, on pourrait imaginer aussi, donc il y a des tas, c'est une source pour la micro-histoire extraordinaire, et on pourrait imaginer aussi une source pour des biographies, en fait. On a écrit, hein, Justine Magie a écrit la biographie de Razan, mais il y a des très grandes figures, Raed Fares par exemple, bien sûr, hein, mais aussi Jihad Matar, certainement que je prononce tout mal, hein, excusez-moi, Les roses et les bouteilles, hein, mort sous la torture en septembre 2011, Ibrahim Kachouch, le rossignol de la révolution à Hama, décapité, noyé par les forces de sécurité, hein, et d'ailleurs qui donne lieu à des œuvres qui sont montrées là en même temps qu'au nom d'un bataillon, hein, rossignol de la révolution. Le comédien Hassan à Yarmouk, ses sketchs, etc. Donc il y a 1000 choses, 1000 possibilités. C'est ça que je trouve extraordinaire dans ce travail, c'est que ça rend possible, ça ouvre des pistes extraordinaires à la fois du plan historiographique, au plan historiographique. Et ce qui est très particulier, c'est que là, c'est vraiment les artistes
qui donne, bon, alors, tu n'es pas là, il n'y a pas que des artistes, je veux dire, dans le team, mais quand même, c'est une initiative qui vient des artistes, et je trouve à ma connaissance, c'est unique, enfin, hein, que ce soit parmi les artistes, et grâce aux artistes, que le travail historiographique se soit donné une telle source, quoi. C'est-à-dire que souvent, ce sont les artistes, ce sont les historiens qui se demandent, bon, est-ce qu'on peut utiliser les témoignages, est-ce qu'on peut utiliser les œuvres, etc. Tandis que là, c'est un peu le contraire qui s'est passé, c'est vraiment à partir de ces œuvres, de ces témoignages, qu'une source s'est constituée, qui va devenir un document, hein, un instrument extraordinaire pour les historiens. Mais il y a aussi autre chose, hein, qui est très important à mon avis, c'est-à-dire que c'est pas répondre seulement sur le plan de la preuve, mais aussi recueillir toutes ces œuvres dans le champ de l'art. Parce que c'est une manière aussi de les recevoir pleinement pour ce qu'elles sont. Ce sont pas seulement des documents historiques, ce sont pas seulement des archives, ce sont des œuvres, et en tant qu'œuvres, elles parlent du présent, elles parlent au présent, elles font vivre un présent. Et c'est en ceci, d'ailleurs, je pense qu'elles ont une relation profonde avec le politique, qu'elles sont aussi politiques. Et moi, j'ai envie de terminer en disant, il y a un film, je sais plus, je crois qu'il est tourné à Douma, peut-être, hein, qui s'appelle L'art qui reste. L'art de rester. L'art de rester. Hein, je sais pas. L'art de rester que tu présentes un peu en contrepoint de l'autre film, notre terrible pays. Et pour moi, c'est un livre sur ça, c'est un livre sur l'extraordinaire art de rester qu'auront eu les Syriens, qui est évidemment un art de résister, mais aussi c'est, je crois, aussi un livre sur l'art de commencer, de naître. Hein. Et là, ça me fait penser beaucoup à toutes les phrases de Hannah Arendt dans son livre de la Révolution, où elle dit que la Révolution, il y a un grand paradoxe dans la Révolution, parce que la Révolution, ça consiste à naître, à commencer, et que la grande difficulté des révolutionnaires, c'est de faire durer le commencement. Elle dit ça, la Révolution, c'est le commencement qui dure. Il me semble que la grande vertu de ces œuvres, c'est d'ailleurs tu disais tout à l'heure, c'est un projet. Ça sera toujours un projet en fait, hein, c'est ça. Et donc il y a cette force-là qui vient vraiment, je crois, des ressources proprement artistiques, mais fondamentalement liées à la teneur politique de la Révolution, qui consiste à commencer toujours, à renaître toujours. Voilà, c'est ça qui me semble aussi très précieux dans ce qu'on donne à lire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Catherine pour ce commentaire très riche. Évidemment, moi, je voulais cadrer aujourd'hui mon intervention par rapport à seulement le livre. Sinon, si vous me laissez parler, je peux parler des jours. Alors, si vous patientez, allons-y. On peut parler. C'est beaucoup trop de choses à dire. On va vous poser des questions sur le site. Voilà, sur exactement. Le site aussi, Exactement. Donc, c'est vrai que c'est énormément de choses. D'ailleurs, à chaque année, nous, on produit 2-3 sous-projets, qu'on appelle produits. Et là, donc, très prochainement, on va lancer un projet dédié à Idlib, qu'on va appeler Hitan Idlib, les murs de Idlib. Et on va commencer par archiver tous les graffitis de Salaqib. Donc, et là aussi, on a documenté notre travail, comment on a travaillé, et on se rend compte de la disparition des choses. Pas seulement des choses, évidemment, des activistes. Et ça fait mal au cœur. À la fois, on est très content de pouvoir le faire, parce qu'on a quand même regroupé des centaines. On pensait qu'ils étaient des milliers. Parce que bon, on comptait les années. Donc, pour nous, c'est évidemment, ça va nous faire genre des milliers. Là, on est sur 400 ou 360 à Salaqib. Pas plus. Et donc, en documentant le travail, on s'est rendu compte pourquoi, et on va l'expliquer évidemment. Donc oui, il y a énormément de choses à dire. Je voudrais seulement donc rajouter une petite chose, c'est la participation très précieuse de Fawaz Trablsi, un historien libanais, dans le conseil, dans notre travail, surtout dans
la façon dont on va réfléchir à comment écrire, quel type de récit. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et je profite pour vous dire, pour dire que le team, nous, donc durant ces années-là, on n'était pas du tout des artistes. Il n'y a que moi qui est donc sorti je suis graphiste. Sinon, les autres, tous ceux qui ont travaillé pour ce site n'étaient pas du tout artistes. On avait ce mal d'archives, de documenter, de collecter et de donc sauvegarder. Mais le reste était vraiment des spécialités ingénieurs, géographes, enseignants, femmes-hommes. Le background était vraiment très très varié. Fawaz, dans ce coin historique, nous a beaucoup aidé pour ne pas tomber dans les pièges. Parce que, c'est-à-dire, comment écrire, quel type de texte. Ces textes-là, est-ce qu'on est historien pour écrire l'histoire? Non, on n'est pas historien. On avait très peur quand on a commencé à écrire. Il faut cadrer un genre d'écriture. Est-ce que c'est des textes littéraires? Est-ce qu'on raconte une histoire? Quel type de texte nous voulons faire? Et tout cela avait besoin d'un regard externe, mais spécialisé aussi. Donc Fawaz Raboutsi non seulement est un historien, il est aussi beaucoup dans le politique, il était un militant, mais il est aussi écrivain. Donc son conseil était très précieux et ça nous a beaucoup aidé. Même aussi donc dans un truc très précis, c'est comment dire, les termes, les concepts, comment les appellations. Est-ce qu'on dit donc les forces du régime? Est-ce que ça a un sens? Ou on dit l'armée officielle? Qu'est-ce qui est scientifiquement et historiquement meilleur pour nous, pour tous les Syriens, tous, et pour les chercheurs, et pour ceux qui veulent en savoir? Est-ce que ça existe une force de régime? Ça, c'est pas scientifique. Il vaut mieux peut-être trouver un autre mot, etc. Voilà, etc. Donc, juste, je donne un exemple. Dans cette écriture, il y avait beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup. On ne peut pas échapper à ça. C'est très difficile. Et nous, on a décidé de tout avouer. De dire oui, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup de responsabilités. Beaucoup de peur. On avait peur. On avait peur de produire, de lancer ces récits, de déclarer. C'est une sorte de déclaration. On publie, donc on avoue. Et donc, il y avait aussi une peur. Et si on se trompe? Et s'il y a une histoire qui contredit ce qu'on dit? Et non seulement pour ça, mais parce que, et ça on l'a écrit dans l'introduction, à un moment donné, donc le team, dans les discussions, on s'est dit, mais on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. On sent qu'il y a des histoires qui ne sont pas encore apparues. On le sent. Mais c'est que en travaillant qu'on a eu ces soucis et qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont encore et jusqu'à nos jours non publiées et dans les mains de leurs créateurs. Pour parler de l'art, ça vraiment c'est un sujet en soi. Son rôle dans le politique et dans le social est énorme. Mais ça, donc je salue aussi les artistes, les artistes syriens qui sont ici parmi nous. Et voilà, donc je m'arrête là pour pouvoir donner la chance. Merci beaucoup. Merci. 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 Eh bien, vous savez ce que vous avez fait, le livre est en vente. Bon. Et comme je vous ai dit, il y aura d'autres exemplaires que vous allez pouvoir trouver d'ailleurs au cours du bazar de Noël de Souri Houriyat qui va avoir lieu le 8 et le 9 du mois de décembre. Okay. C'est à vous. Oui. Attendez, on prend 2, 3 questions et puis on prendra d'autres. Vas-y Zaid, et puis
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante, pour ce travail qui participera à garder la mémoire vive de la révolution syrienne, qui est loin d'être terminée malgré les temps difficiles. Je n'ai pas encore lu le livre, mais ça ne sera tarder. Ça ne saurait tarder, pardon. J'aimerais savoir quels étaient les critères qui ont fait que vous avez choisi les récits. Voilà. Parce que je suppose qu'il y en a tant d'autres, etc. Donc, est-ce qu'il y avait un fil conducteur, des thèmes? Est-ce que c'était simplement géographique ou politique, etc. Et est-ce qu'il y aurait une suite de récits à partir de 2016 jusqu'à maintenant? Voilà ma première question. Une deuxième question, on a parlé donc c'est encore à l'état de projet. Est-ce que vous pensez faire évoluer le statut de votre projet en fondation ou en association je ne sais. Voilà, merci beaucoup. Mahmoud. Mon ami Zed a posé quelques questions que je vais poser sur le critère. Alors, il en reste une. Est-ce qu'il y a, parmi les versions arabes, anglaises, françaises, on peut considérer que l'arabe c'est l'original à partir duquel les autres sont des traductions? Et sur vous avez parlé de ça comme vous êtes un peu frustré parce à la fin vous avez senti qu'il y a quelque chose qui manque. Vous allez sortir des mises à jour, peut-être tous les 6 mois, ou comme mon ami dit, la révolution continue, et vu les jeux internationaux, les politiques, peut-être n'aura pas des suites clairs et positifs avant 2020, 2021, on ne sait pas, alors votre travail va continuer. Et à part ces questions, je dirais un commentaire sur le négotianisme évoqué. Ça a commencé, tout le monde sait, dès le début de la révolution. Le régime dit pas de révolution. Il y a quelques éléments infiltrés. Et il a continué ça. Après, il a créé, disons, ou Daesh, parce que ça n'a pas tout à fait marché. Et ça continue. Même hier, aujourd'hui, il dit que je ne sais pas quelle brigade de l'opposition a lancé le chlore sur Alep. Et juste après, le Russe attaque la région démilitarisée avec l'histoire, comme on suppose que c'est aussi comme des Gobels. Ils sont très forts dans ce jeu. Les négozianismes ont inventé des événements qui n'existent pas. Alors je ne sais pas si votre récit, qu'on va lire avec intérêt, ça contente de, disons, raconter ce qui passait dans cette ville ou dans l'autre, ou ça, disons, vous concentrer sur les crimes de régime, ou quel est un peu le fil conducteur de ces 50 récits, comme vous avez dit. Autre intervention. Docteur Ala. Bonsoir, merci beaucoup pour ce travail, pour ce commentaire. Je pense que, si j'ai bien compris, vous avez construit une base de données, une énorme base de données qui est concentrée sur les écrits qu'on peut appeler créatifs. Les écrits, peut-être pas seulement les écrits, aussi peut-être des photos, peut-être aussi des courts-métrages ou des longs-métrages, je ne sais pas les textes, que ce soit des textes de récits, d'histoire ou de pièces de théâtre ou d'autres choses. Donc je pense que ça c'est très important à sauvegarder, à enrichir et puis peut-être aussi prendre des liens avec d'autres centres qui font la même chose parce qu'on a besoin effectivement d'avoir une mémoire qui est conservée, qui nous garde le lien entre nous tout simplement. Et d'où le travail aussi que je vais annoncer un travail par rapport au mur de Sarateb, le mur de Sarateb, les affiches sur le mur de Sarateb ont été aussi filmées. Il y a des courts-métrages, des documentaires qui ont montré comment les gens étaient en train de les faire, la nuit, comment ils sortaient, comment ils peignaient. Ça aussi, je pense que dans un travail, on est obligé de prendre. Est-ce que c'est possible techniquement
de prendre et les photos, et les écrits, et le making-of, tout ça. Je pense que c'est un travail, c'est un défi, je pense, sur un plan intellectuel, artistique, qui est aussi très important à faire. Dernière chose, une petite remarque, vous avez parlé dès qu'on écrit, on avoue. Mais en fait, si j'ai bien compris, ce que vous avez mis dans le livre, c'est déjà publié, c'est déjà écrit, vous avez déjà avoué. Après, c'était après l'histoire de la sélection. Je pense que vous n'avez pas pu tout mettre, vous avez fait une sélection. Mais l'aveu est déjà fait, non? Je me trompe. Merci. Ok. Encore, oui. Une question, juste une petite. Oui. Par rapport vous avez parlé des liens qui ont disparu. Comment, je n'avais pas compris. Comment ça? C'est une histoire technique? Où les gens ils les ont enlevés? Comment ça? Oui. Ici. Une dernière? Oui. Enfin, pour la première tour. Écoutez, je suis une cinéaste et je veux vraiment vous remercier parce que vous donnez de l'espoir. Vous me donnez de l'espoir. Vous entendez là maintenant? Oui. Bon, donc je suis une cinéaste libanaise et je tiens à vous remercier parce que vous nous donnez de l'espoir et on ne peut pas vivre sans espoir. Je me sens moins seule maintenant que je vous ai entendu, surtout la place que vous donnez à la culture et à la mémoire. Bon, parce que la culture est ce qui va rester. Ce qui est resté, c'est Al-Mutanab, c'est pas Kafour. Vraiment, je salue l'apparition d'une nouvelle génération de citoyens arabes. Abd Takriti a fait un site, le palestinien, le scholar, comment on dit, l'historien Abd Takriti a fait un truc en ligne sur les histoires de la mémoire palestinienne, et vous maintenant vous faites quelque chose de merveilleux et vous donnez surtout beaucoup de place à la culture, contrairement à ce que j'ai compris de son projet. Vous donnez beaucoup plus de place à la culture et je dois vous dire qu'il y a à peine vous innovez, je dis vous me donnez de l'espoir, je me sens moins seule parce que quand j'ai voulu restaurer mon film L'Art de la Libération a sonné, qui est la seule page laïque, démocratique et féministe de toute l'histoire du monde arabe, et il parle de la guérilla du Dhofar, j'ai eu de Harvard à Oxford, de la Sorbonne à Innsbruck, j'ai eu des lettres de soutien pour présenter mon dossier au CNC, parce qu'en principe je n'y avais pas droit. Par contre, les Arabes qui vivent dans les pays arabes, je ne parle pas des Arabes qui vivent à l'étranger comme Amin Maalouf, comme l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, ceux-là vraiment, Amin Maalouf m'a dit, nous ne construisons pas. Il m'a dit, quand j'ai voulu faire les croisades par les Arabes, les croisades vues par les Arabes, il m'a dit, la première chose qui m'a frappée, c'est que les croisés, à peine ils ont posé les pieds, ils ont ouvert des archives. Et nous, il m'a dit, nous, on ne construit pas, on est un peuple d'amnésiques. Et quand, pendant 45 minutes, j'ai essayé de convaincre ma meilleure amie de m'envoyer une lettre de soutien, que je la mette dans le dossier du CNC, en lui disant, un film qui n'est pas restauré meurt, et un film qui est restauré va durer 500 ans. Rien à faire, elle ne voulait pas entendre, etc. Et je trouve que c'est ça remonte le moral qu'il y ait des gens comme vous, comme Abd Takriti, et surtout vous, parce que vous donnez une grande place à la culture et à toutes les manifestations de la culture. Parce que quand on travaille pour la culture, on travaille contre la guerre, comme Freud écrivait à Einstein dans une lettre. Et ça, c'est très important. Merci. Pardon, excusez-moi. Vous répondez Oui, d'accord. C'est déjà beaucoup de questions. Oui. Par rapport, donc, je vais essayer d'être rapide. Par rapport aux critères,
Comme je vous ai dit, il y avait donc plus de 200 points géographiques. Mais pour écrire des récits, d'abord même ces 200 points ou plus de 200 points, là, donc, les critères les plus importants, c'est que la démarche pacifique. Donc, est-ce qu'il y a eu dans cet endroit ou un autre des démarches pacifiques, démonstrations contre le régime? Ça, c'est un. Est-ce qu'il y a eu lieu? Donc là, on va mettre un point. Deuxième point, est-ce qu'il y a eu des récits? Est-ce qu'on a publié des récits sur ces lieux-là? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des œuvres? Si on a, donc à chaque fois, on a une quantité d'œuvres et de preuves, entre guillemets, qui nous permettent de produire un récit, à ce moment-là, on va sélectionner ce lieu. Donc voilà. Donc, surtout, nous, donc, on focalise sur le côté pacifique, créative, mais aussi la quantité de preuves des œuvres qui sont produites et qui nous permettent d'écrire. Pour la suite, oui, on aimerait bien, donc, de toute façon, on continue de travailler et le projet se suit d'une année à l'autre. Se transformer en fondation, moi je veux bien, ça c'est un de mes rêves, c'est de vraiment donc créer un lieu physique d'archivage dédié à la révolution syrienne. Mais ça demande évidemment beaucoup de moyens et plusieurs donc partenariats. J'espère donc arriver à la... Le CNRS pourrait vous aider. On espère, on verra. Donc là, je me suis exprimée sur ce champ à plusieurs occasions. Pour la traduction, l'arabe et l'original, évidemment. Donc on commence par l'arabe et tout de suite le français, l'anglais et le français, c'est par rapport au travail quotidien, au quotidien. Donc c'est l'arabe d'abord, puis l'anglais et le français, ou français et anglais. Ça c'est pour le travail de tous les jours. Pour le livre. L'arabe fait foi alors. Comme on dit dans le pour le livre, c'est la version arabe, les deux versions, donc arabe et anglais, qui ont été lancées ensemble, donc en même temps. Voilà. Et ça, c'est pour la traduction. Tout ce qu'on documente, ça c'est aussi comme critère, doivent représenter les valeurs de la révolution. Donc sur cela, on est très clair. Pour les liens perdus, oui. Des liens perdus, oui. Soit des pages fermées par leurs créateurs, soit des YouTube disparus, soit donc retirés aussi par ceux qui l'ont publié, soit retirés par YouTube, l'organisation. Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est des politiques qu'on peut pas vraiment... ouais, des fois, on dit sous prétexte de combattre le terrorisme, images choquantes, on peut violence, images violentes, descentes. Voilà, images choquantes, images violentes. On peut prétendre des milliers d'excuses pour faire disparaître. Mais tant mieux qu'on trouve toujours, on a toujours trouvé. C'est vrai pour la version française, on a eu peur que au début, il y avait 15% des liens portés disparus dans une première recherche pour la traduction, la version française. Et là, on a très peu de liens perdus, en tout cas, si on parle de ces 2500 sources. Ensuite, est-ce que j'ai oublié une idée ou... pour avouer, oui, ça c'est, je dis ça comme métaphore, évidemment. Mais on collecte des récits et on a notre propre récit aussi. Quand on a mis ce récit, on l'a écrit. Nous avons écrit. Donc le team, donc nous tous, avec mon team, on a pris la responsabilité aussi de produire nos propres récits qui sont basés sur des milliers de récits. Et ça aussi, moi, je trouve que c'est aussi très important. Si ces récits-là n'existaient pas, tout ce projet n'existe pas. Donc, et ça aussi, c'est ça qui donne aussi de l'histoire. C'est quand à partir d'un récit, on produit d'autres. À partir d'œuvres, on produit un autre d'œuvre.
À partir de milliers de documents, on produit encore des milliers de documents. C'est ça, c'est en travaillant, en accumulant et en continuant qu'on donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est une chose, et l'optimisme, c'est une autre chose. Il y a un peu de vous avec la matière brute, il y a un peu de vous. Un peu de vous. Évidemment. Ouais. Je voulais juste ajouter à propos des critères, ce qui est aussi une des choses précieuses que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on voit apparaître et réapparaître constamment, pas seulement les factions, les guerres intestines des groupes armés, mais la résistance de la société civile aux abus des groupes armés et aux guerres entre groupes armés. Hein. Ça, c'est très intéressant et on le voit apparaître à l'échelle microscopique, mais de manière très répétée. Et ça, c'est un des points qui, à mon avis, devrait donner lieu à un travail d'histoire, d'historien, très méthodique, parce que ça serait pour le coup une réponse à un des grands refrains de la négation, de l'effacement, c'est-à-dire l'identification de la rébellion, l'effacement de la rébellion démocratique. À propos de la rébellion, moi, ma seule critique, c'est le titre. Parce que moi, pourquoi pas révolution? Emma Boltanski le dit. J'allais leur poser cette question. Je suis pas d'accord parce que elle dit que c'est parce que c'est pas achevé. Voilà. Mais oui, mais c'est pas parce qu'une révolution échoue qu'elle n'est pas une révolution, ou qu'elle n'est pas achevée qu'elle n'est pas une révolution. 1956 en Hongrie, c'est une révolution. Et voilà. Et elle existe dans. Pour moi, non, la révolte, c'est pas nous qui convient. Oui, mais merci. En fait, pour commencer par la fin. Non, je dis pas que c'est fini, pas du tout, mais c'était un grand débat. Donc, entre historiens, chercheurs, et donc la traductrice Nathalie. Et c'était un très grand débat. Alors, révolte ou révolution? Je pouvais malheureusement pas, je pouvais pas vraiment participer ou dire mon mot, parce que moi, sur le champ de la langue française, j'écoute, j'essaie de transmettre notre compréhension des choses, l'âme des choses, mais après, c'est à la langue de traduire exactement et être au plus précis de nos réflexions. Et voilà, donc l'IFPO a décidé révolte, mais donc en collectivité, bien sûr, en collectif. En arabe, c'était Athawra, évidemment. Elle a dit Athawra en arabe, c'est autre chose que la révolte. Et que la révolte n'a pas d'équivalent en arabe. Il y a révolution, révolte, mais il n'y a pas. انتفاضة على الأحسن. Autre, est-ce qu'il y a Alors, il y avait là, après 1, 2, et puis 3, 4. Ok. À propos de la conservation des archives et de la difficulté de certaines choses qui disparaissent, je voulais savoir si vous travaillez aussi avec le collectif de Syrian Archive qui, pour le coup, fait de l'indexation concernant les violations des droits humains, mais mène un peu un combat contre la disparition justement des documents. Bon, ma question est un peu dans la continuité. Il y a eu, comme je crois que la révolution syrienne est un des faits historiques les plus documentés, minute par minute. Il y a eu une obsession chez tous les militants, tous les participants, vraiment, et je crois que en images, par exemple, c'est un record absolu de ce qu'on peut trouver de n'importe quel fait qui a été documenté, archivé. Enfin, il y a ce vrai souci avec, sans doute l'impression, la peur que ça disparaisse, parce qu'il y a eu cette angoisse. Et on comprend très bien quand on voit la négation quotidienne qui a été opposée à tout cet effort de... Moi, j'ai deux questions liées à ça. On a l'impression quand même que ça reste un souci fermé, une histoire syrienne avec quelques très proches amis qui soutiennent, qui veulent que cette vérité ou que cette mémoire reste.
est-ce que, pratiquement, quel soutien vous avez eu pour produire, pour faire ce travail et pour quel soutien, quelle aide, quel financement éventuel? Et mon autre question, c'est qui est en train de s'y intéresser? C'est-à-dire, par exemple, sur votre site, est-ce que c'est consulté? Est-ce que c'est très consulté? Est-ce que vous avez une idée de qui est en train de regarder, de voir, voilà. Il y avait encore quelqu'un. Voilà, il y en a deux encore. Oui. Moi, une question simple. Est-ce que ce type de récit est-il utilisable pour des tribunaux internationaux? Est-ce que dans l'histoire, on a pu utiliser ce type de récit pour condamner des gens? Parce que je n'ai pas cette conscience. Donc, peut-être vous avez beaucoup d'expérience avec tous les autres révolutions liées. Est-ce qu'on a pu utiliser des récits comme ça dans les tribunaux internationaux? Bon. Une dernière. Une dernière. Bonsoir à tous. Je suis Nadia El-Boukaï, élève en première ES. Je voudrais vous poser des questions à Madame Lassigi. Comment vous trouvez les artistes pour archiver leurs œuvres? Et est-ce que vous téléchargez les œuvres, soit vidéo, photo ou n'importe, afin de les protéger et pour qu'ils ne soient pas supprimés, par exemple? Merci. Bon, je vais passer la parole à Sana puis à Catherine, et puis on arrête. Ok. Je donne seulement un tuyau qui pourrait vous aider. Abed Takriti, avec ce Palestinien qui fait un truc en ligne de la mémoire palestinienne, il travaille avec Karman Aboulsi qui est au Centre d'études palestiniennes de l'Université d'Oxford, et vous pouvez peut-être essayer, je ne sais pas, mais puisque vous avez accès, vous travaillez aussi en anglais, je suis sûre que ça devrait les intéresser de vous financer quelque part et d'avoir, je sais pas, un centre d'études syriennes, comme un centre d'études palestiniennes. Je veux dire, je ne sais pas, je ne connais pas le mécanisme des milieux académiques et comment ça se passe, mais je peux vous donner les coordonnées de Abed Takriti et de Karman Aboulsi, ils pourraient peut-être vous conseiller. Merci beaucoup. Donc, pour le soutien, on est soutenu par des partenaires allemands, français, norvégiens, suisses. Et le soutien, c'est un soutien financier. Pas technique, pas conseil, mais un soutien, un très bon soutien, parce que ça nous a permis de travailler. On travaille depuis 2012, fin 2012. J'ai commencé moi-même avec 12 autres personnes, et après, selon les années, à une année, on était 25 personnes. Après, donc, le soutien, il était de qualité aussi, parce qu'il n'y avait pas d'agenda. C'était un soutien pour faire ce qu'on a envie de faire. Et c'était donc accompagné. C'est un sorte, moi j'appelle ça partenariat. D'ailleurs, eux, souvent me disent, pourquoi tu dis partenariat? On n'est pas partenaire. Je dis, si. Il ne s'agit pas d'action, de partager les actions ou les profits. D'ailleurs, il n'y a pas de profit, évidemment. Mais c'est la façon dont on donne et dont on soutient. C'est là que j'appelle partenariat. Donc ça, on était très chanceux. On n'avait pas toujours beaucoup de moyens, c'était toujours limite, mais limite bien, c'est correct, qui nous a permis donc de continuer. Pour l'audience, on a des milliers, des fois 10 000, des fois 5 000, des fois 15 000. À une année, on a sauté comme ça d'un coup, de 8 000 à 20 000. Et pendant plusieurs mois. Par mois? C'est par mois. Par mois. Oui. Soudainement. Donc, on a allé, bien sûr, chercher par Google Analytics, parce qu'on avait donc cet outil-là, et on a trouvé que ils venaient tous de la Russie. Ah, c'est les effaceurs de mémoire. Exactement, mais ils étaient là peut-être à regarder. Parce qu'il n'y avait aucun dommage. Aucun dommage. C'était à quel moment exactement ça? Je crois 2014, 2015.
préparant l'intervention. Je sais pas. Après, ils sont disparus. Donc, les intéressés, c'est plutôt ceux qui s'intéressent à la mémoire et à la question d'archivage et à la question d'histoire. Parce que nous, on n'est pas dans l'immédiat. On n'est pas un site d'info. Au contraire, une œuvre peut être partagée des milliers de fois et on la trouve chez nous que quelques jours après, parce qu'on doit identifier et chercher vraiment l'info et documenter. Documenter, c'est une tâche assez critique et assez comment dire. Difficile, oui. C'est pas toujours facile de trouver. Et des fois, on ne documente pas une œuvre parce qu'on n'a pas trouvé l'info complète qui nous permette de produire et de publier. Pour répondre donc à Nadia, donc nous, tout ce qu'on a sur le site, c'est des copies d'œuvres. Donc nous, on va sur des milliers de sources qu'on a et on va suivre donc les créateurs, les auteurs. Et au fur et à mesure, on va donc faire une mise à jour au quotidien. Donc on va prendre une copie de leurs œuvres, que ce soit une image, et quand je dis image, c'est-à-dire l'image d'un graffiti, l'image d'une bannière, l'image d'une caricature, d'une peinture, etc. On garde une copie chez nous. Donc là, chez nous, il y a une copie. Si l'image disparaît chez certaines personnes, l'image est toujours chez nous. Ça ne veut pas dire que nous, on s'est approprié l'image. Parce qu'on ne peut pas imprimer, par exemple. Et ça, donc, cette question, je la comprends par rapport au droit d'auteur, évidemment. Ce qui est une question très sensible et très partagée internationalement. Jusqu'à maintenant, entre les États-Unis, au Royaume-Uni et l'Europe, et surtout en France, parce que c'est en France où on est très strict, la question n'est pas encore résolue. Et c'est pour cela, nous, on a publié des textes qui ont un rapport avec tout ce qui est droit d'auteur, et donc on a expliqué comment on travaille. Par rapport aux vidéos, malheureusement, nous, on a tout téléchargé chez nous pour les garder. Mais on n'a pas le droit de les republier. Sinon, on appelle ça une reproduction. Et dans ce cas-là, on a besoin de l'accord de l'artiste ou de l'auteur pour reproduire. Bravo. Et là, on le fait pas parce qu'on n'est pas encore sûr qu'on peut le faire sans être attaqué par rapport à l'éthique du travail. Mais on les a gardés parce qu'on a peur que tout cela disparaisse. Donc ça, par rapport à tout ce qui est YouTube. Et donc, sur ce YouTube, on a donc les démonstrations, la musique, les vidéos, les théâtres, tout ce qui est donc HTTP. Il y avait une dernière question. Je pense qu'il y avait une idée. Les tribunaux internationaux et le travail de la Syrian Archive. On se connaît tous. Et chacun travaille sur un champ particulier. Syrian Archive, ils sont très bien, très bons. Ils concentrent leur travail. Ils ont une seule catégorie qui est la vidéo. Et eux, leur travail, c'est documenter la violation du régime, évidemment, clairement, mais d'autres aussi, par la vidéo. Donc eux, c'est la vidéo. C'est pas le champ artistique, culturel, intellectuel. Mais des fois, on croise, évidemment. Et d'ailleurs, ils étaient les premiers à être sollicités quand il y a eu cette grande disparition soudaine sur YouTube. Et pour déclarer le pourcentage disparu. Et après, pour donc rectifier et pour mettre à jour cette information importante. Merci. Les tribunaux internationaux. Oui. Les tribunaux La internationaux. possibilité d'utiliser donc votre travail dans le cadre de procès, etc. Moi, je suis persuadée que même un jour, on va utiliser une œuvre d'art pour parler de tout ce qui se passe. Comme l'œuvre très connue, et d'ailleurs sur laquelle beaucoup de Syriens sont basés, de Picasso, Guernica. Mais de toute façon, c'est très, très frappant de voir à quel point souvent ce sont des œuvres qui ont réussi ce que
l'historien ne parvenait pas à faire, ni même parfois le droit international. C'est-à-dire à renverser véritablement un regard sur un événement. C'est ce qui s'est passé avec une journée d'Ivan Denisovitch pour les camps soviétiques. C'est vraiment la publication d'un récit littéraire qui a littéralement, en France, changé les donnes, avec des changements complets d'orientation au sein de la gauche en particulier. C'est très saisissant. Alors, à propos du droit international, bien sûr, il y a en fait deux grands types de pièces, en fait, juridiques. Il y a les archives qui émanent des criminels ou du crime, et donc ici de fuite, pour l'instant, et d'autre part les témoignages. Et bien sûr que les témoignages font partie de ce qui est mobilisé régulièrement dans les tribunaux dans ce type d'affaires, à condition d'être coupé à chaque fois. Donc c'est dans le travail de l'instruction, la collecte des témoignages joue un rôle très important. Et au moment, bien sûr, des procès, on appelle les témoins à la barre avec interrogation et contre-interrogation. Voilà, donc je pense que alors tout dépend évidemment de quel témoignage. Il y a des récits qui sont, c'est pas des œuvres. Pour le coup, là, on va pas utiliser des œuvres de fiction ou de poésie. Donc c'est justement là qu'on voit que le témoignage peut avoir des fonctions très très différentes, quoi, des manières d'agir très différentes. Merci. Eh bien, merci Sarah, merci Catherine, merci de votre présence. Il n'y aura pas de dimanche de soirée fin décembre, bon, pour des raisons évidentes, et nous nous retrouverons fin janvier, j'espère, et que vous soyez toujours aussi nombreux et même plus nombreux. Avant qu'on finisse, j'insiste sur le bazar. Donc, Faro a annoncé les dates. Donc, au-delà de votre présence souhaitée, je vous invite à prendre des flyers, à promouvoir l'événement auprès de vos amis. Chacun de vous, s'il connaît 10 amis, donc il y a 5000 flyers là, à la fin de la salle, à côté des livres. Donc, n'hésitez pas à nous aider pour promouvoir l'événement et le mettre en niveau de succès. Sachez que les écoles que nous avons financées fonctionnent toujours. Ils ont toujours besoin de l'argent, besoin de nous, besoin de vos élèves. Merci beaucoup et bon. نحن مخططين من حسب كيف السؤال الهام الذي Je sais même pas si je l'ai. Où il est dans mes affaires.